Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est aussi, troisième originalité de ces sources, une sorte de carnet savant, c'est-à-dire quelqu'un qui observe de manière extrêmement méticuleuse les ateliers, les fabriques, les espaces naturels, et qui se sert finalement de cet écrit comme d'une possibilité pour comprendre la nature autour de lui. Donc une dimension presque environnementaliste, on dirait aujourd'hui. Et c'est enfin le dernier élément qui fait de cette source une originalité très grande, c'est un journal intime. Et ça, le fait que c'est un journal intime, je m'en aperçois très vite, car je remarque que dans les copies qui me sont confiées, il y a des passages qu'on ne comprend pas. Il y a des passages qui sont rédigés dans un alphabet crypté, dans un alphabet mystérieux qu'on ne peut pas traduire, et qui manifestement, lorsque je lis ce qui se trouve juste avant et juste après, dénote une volonté du voyageur qui écrit de nous cacher des choses, mais aussi d'enregistrer ce que Rousseau appellerait son baromètre de l'âme, c'est-à-dire ses états d'âme profonds. Donc, face à ça, si vous voulez, je me demande... alors, effectivement, où est l'original de ce manuscrit ? Qui est ce mystérieux voyageur, dont on connaît le nom simplement à l'époque, qui est Latapie ? Et puis comment se fait-il qu'en 250 ans, les historiens ne soient jamais intéressés à ce manuscrit ? Voilà comment m'est venu, si vous voulez, disons, l'intérêt pour ce personnage à travers cette source extraordinaire. Pour être concret, c'est quoi cette boîte ? C'est une ou plusieurs boîtes d'ailleurs Oui, ce sont plusieurs boîtes voilà. que en fait... Non, ce sont des boîtes qui sont très bien organisées, mais ce sont en fait... si vous voulez, des copies réalisées sur la base d'un manuscrit, mais qui lui-même n'est pas le manuscrit d'origine. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, à Bordeaux, un certain nombre d'érudits se sont intéressés à ce personnage, ont envoyé chez ses descendants des copistes, et au 19e siècle, ont copié, si vous voulez. Et moi, ce à quoi j'ai eu affaire, c'est à la copie d'une copie. Et la mission que me confiait François-Charles Huginet, c'était de retrouver l'original. Car sans original, évidemment, on ne peut pas faire d'édition critique, on ne peut pas faire d'études concrètes. Et je dois dire que j'étais un peu embarrassé, car ayant affaire à un chercheur chartiste extrêmement avancé dans la carrière, je me disais, si à moi, jeune chercheur de 25 ans, il confie cette mission, c'est qu'à mon avis, c'est une mission quasiment impossible. Donc, je revenais de Rome avec à la fois un grand enthousiasme, mais à la fois aussi une certaine inquiétude d'arriver à accomplir la mission de retrouver le manuscrit original, les manuscrits originaux de Latapie. Et là, le vrai métier d'historien commence, c'est-à-dire qu'il faut aller à la pêche, il faut devenir un enquêteur. Comment vous faites ? Comment vous retrouvez ? Exactement. Alors, il faut devenir un enquêteur à l'époque où, au tournant des années 2000, disons, la société et la numérisation, Internet existe, mais si vous voulez, les recherches sont plus aléatoires quand même. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que j'essaie de me renseigner sur ce personnage, car je me rends compte, en fait, si vous voulez, que ce personnage, c'est un inconnu universel, personne ne le connaît, sauf en un lieu où il est très connu, et ce lieu, c'est pas tout à fait un lieu incident et hasardeux dans l'Europe du XVIIIe siècle, ce lieu, c'est le château de la Brède. Et le château de la Brède, la ville, plus que le château, la ville, le village de la Brède, c'est le lieu de naissance du grand Montesquieu, tout de même. Et pourquoi est-ce qu'on connaît Latapie à la Brède ? On connaît Latapie à la Brède, bien parce que ce Latapie a fondé, pratiquement la veille de sa mort, en 1823, lorsqu'il meurt en 1823, un prix extrêmement singulier qui s'appelle une rosière. Enfin, singulier, la rosière n'est pas quelque chose de très singulier, c'est prix de vertu que l'on décernait à des jeunes filles supposées vertueuses tout au long du 19e siècle. Mais là, c'est une rosière philosophique, c'est-à-dire que Latapie fonde à la fin de sa vie un prix visant à récompenser une jeune femme de sa commune pour maintenir auprès d'elle et auprès de ses contemporains la mémoire vive, la mémoire vivante du philosophe Montesquieu. Ça, c'est beaucoup plus étonnant quand même, parce que cette rosière philosophique montre qu'on a affaire à un homme, ce Latapie, qui est en fait saisi, qui est en fait à comprendre, si vous voulez, comme ce que disait Chateaubriand, il est comme entre deux siècles, entre deux fleuves. Le fleuve des Lumières, le fleuve aussi de l'Ancien Régime qu'il a traversé, et le fleuve de la Révolution. Et en 1823, ces deux fleuves s'entrechoquent. On est dans une France qui est extrêmement réactionnaire du point de vue de son régime politique, une France de la Restauration, une France où la liberté d'expression qu'avait valorisé la Révolution n'est plus en cours. Et dans cette France où les gens, quelque part, ne se comprennent plus, ne se parlent plus, ou en tout cas ne peuvent plus s'exprimer librement, Latapie se souvient des libertés du siècle qu'il avait vu naître, et en fondant cette rosière philosophique, il cherche en quelque sorte à réconcilier ces deux Frances qui se sont affrontées. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce prix, cette rosière de Montesquieu, fondée par Latapie en 1823, elle est encore décernée aujourd'hui. Elle a toujours été décernée depuis son année de fondation.
j'ai eu l'occasion du coup d'y assister et c'est assez extraordinaire car on voit véritablement là, la rencontre entre ces deux France. Dans l'église Saint-Jean-d'Étampes où les rosières, qui sont des jeunes lycéennes de la Brède, se voient remettre ce prix, eh bien, se mêlent les desservants du culte catholique et puis les représentants de la République, les descendants de la Tapie et les descendants de Montesquieu. Ces deux France qui avaient du mal à se parler, dans ce moment-là du mois de juin, se rencontrent. Donc là, je me dis que j'ai pas trouvé le manuscrit, mais j'ai quand même affaire à un personnage qui est assez intéressant et assez singulier. Et donc vous vous rendez au château. Alors, le problème, c'est que le château de la Brède est un château qui, à ce moment-là, n'a plus de manuscrit et surtout, en réalité, le manuscrit des éphémérides, c'est-à-dire le manuscrit de ce journal de voyage, il est pas au château de la Brède lui-même. On sait que si on ne l'a pas, ça serait trop simple. Si on ne l'a pas retrouvé, c'est qu'il doit être dans les papiers de famille. Évidemment. Alors là, je prends, si vous voulez, je prends ce qui est à l'époque un instrument qu'on a tellement oublié aujourd'hui, ce qui est un bottin où on ouvre des pages et où on trouve des noms. Les moins de 20 ans doivent se poser la question. Voilà. Bah oui. Et donc je cherche des Latapie dans le sud-ouest. Carrément, je trouve un certain nombre de noms et j'entre en contact avec un descendant Latapie qui s'appelle Jean-Louis Latapie. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un coup de foudre amical très très fort, une personnalité très 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 vibrante, très très vivante, très passionnée sur l'histoire de ses ancêtres. Quelqu'un qui me dit qu'il a une tante qui possède un coffre et je me dis que dans ce coffre il doit y avoir le manuscrit que je cherche. Alors on organise une expédition, je vais chez cette tante, j'ouvre ce coffre et malheureusement dans ce coffre il n'y a rien. Et là Jean-Louis me dit je pense savoir où est le manuscrit, il est dans un château qui est le château du Retou qui est à mon cousin, mais on n'est pas forcément dans des très très bons termes. Je sens que la chose ne va pas être simple. Et là si vous voulez, au bout de quelques années je bénéficie de la rencontre parce que moi je suis je suis pas du tout avancé dans ma carrière d'historien à cette époque-là. Je me dis, il faut que je fasse appel à des gens plus connus que moi. Et je rencontre Catherine Volpiac-Auger. Catherine Volpiac-Auger, c'est la grande spécialiste de Montesquieu. Et Catherine Volpiac-Auger, elle cherche dans ce château du Retou d'autres choses qui sont les dossiers Montesquieu, des lettres inédites de Montesquieu. Donc elle me dit, écoutez, moi je vais y aller, vous allez passer pour mon secrétaire, on va y aller et on va voir ce qui s'y trouve. Et donc me voilà un jour de janvier 2008 à rentrer dans le château du Retou en compagnie de Catherine Volpiac. On est reçu par Michel Latapie qui très généreusement a préparé sur une table énormément de manuscrits. Catherine Volpiac trouve le dossier qu'elle cherche, elle l'ouvre, le dossier est vide, tandis que moi je vois au bout de la table 14 cahiers qui, manifestement, lorsque je me penche sur l'un d'eux, correspondent à ce que je cherche, c'est-à-dire correspondent à ces éphémérides de François de Paul Latapie, cet océan de papier qui décrit finalement toute une vie de voyage à travers la France et l'Italie. Et là, évidemment, le vertige de l'historien dont parlait Senghar, je le sens très, 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 très fortement. Ceci dit, tout reste à faire à ce moment-là. Il faut numériser le manuscrit, il faut le transcrire, parce que personne ne l'a transcrit. Il faut essayer de le comprendre. Il faut essayer aussi, surtout, de le confronter avec une multitude d'autres écrits pour comprendre quel a été le parcours de Latapie, mais à travers lui, le parcours de ceux qui voyageaient dans cette Europe du XVIIIe siècle. J'avais l'intuition, si vous voulez, en tout cas, que ce manuscrit allait me permettre de résoudre ce que Daniel Roche appelait dans son discours inaugural au Collège de France l'énigme des Lumières. L'énigme des Lumières, c'est comment une société qui est celle du XVIIIe siècle se met en mouvement. Se met en mouvement au sens littéral, c'est-à-dire prend la route, mais se met en mouvement aussi idéologiquement. Et ça, j'avais envie de l'aborder non pas à travers les grands textes qu'on connaît tous, de Voltaire, de Rousseau, etc., mais à travers des écrits intimes, ce qu'on les historiens appellent des égo-documents. Et là, j'avais un égo-document extraordinaire qui allait peut-être me permettre de voir, de comprendre les Lumières de l'intérieur. Ça, c'est fantastique. Et donc, l'autre travail commence ensuite, c'est la lecture, la transcription, la comparaison. Est-ce que c'est d'ailleurs une typographie facile à lire, 18e? Alors, c'est une typographie très aisée à lire au regard de l'entreprise de paléographie que l'on doit faire lorsqu'on doit décrypter des écritures, par exemple, du XVIe siècle. Donc, c'est beaucoup plus aisé. Ceci dit, c'est 4 millions de signes, les éphémérides de Latapie. Donc c'est très très dense. Il y a ce fameux alphabet secret qu'il faut décrypter, qu'on arrive à décrypter, exactement, relativement rapidement dans la mesure où
il emploie des signes tirés du grec et où, partant des voyelles et remontant aux consonnes, j'arrive à décrypter les choses. Et là, pour que les gens comprennent bien, oui. c'est souvent on va chercher le E parce que c'est on va chercher le E et le A. Voilà, c'est ça, le E chez la tapie est un carré et le A est un triangle. Donc du E et du A, on remonte aux consonnes et on y arrive. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.